Une opération massive d'expulsion a débuté le 9 avril, il y a 10 jours, à Notre-Dame-des-Landes, dans l'ouest de la France, pour déloger les occupants de la zone à défendre. Qui sont vraiment les initiateurs de ces luttes? Pourquoi ces empêcheurs d'aménager en rond émergent-ils et dérangent-ils autant? Est-ce justement une nouvelle forme d'utopie? Le collectif des Plumes dans le Goudron a mené l'enquête à Notre-Dame-des-Landes, mais aussi à Bure ou encore dans le Val-de-Suse. Nous recevons 2 membres de ce collectif. Bonsoir Anaïta Grisoni, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, urbaniste, vous avez travaillé sur les mouvements Notave, mouvement de résistance contre le projet de ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin en Italie. Et vous êtes co-auteur du livre Résister aux grands projets inutiles et imposés, édition textuelle. Julien Milanesi à vos côtés, vous avez participé à cet ouvrage également. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes maître de conférences en économie à l'université Toulouse 3 et donc co-auteur aussi du documentaire intitulé L'intérêt général et moi sur les contestations au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors avant de vous entendre, on a choisi un petit extrait. Il s'agit du ministre français de la Transition écologique, Nicolas Hulot, qui s'exprimait hier précisément dans l'ouest de la France après une réunion avec la préfète des Pays de la Loire et des zadistes. Écoutez. Ne ratons pas la dernière étape. Ne rentrons pas dans une spirale de posture, de confrontation et de violence. Ne confondons pas écologie et anarchie. Et sachons un moment passer à une autre étape. Anaïta Grisoni, ne confondons pas anarchie et écologie. Que vous inspirent les propos de Nicolas Hulot? Alors, si vous me permettez, je reviens sur la phrase juste avant qui concerne la violence. On ne sait pas très bien à qui s'adresse Nicolas Hulot. Peut-être qu'il s'adresse au gouvernement, parce que ce qui est quand même assez remarquable dans la répression de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, c'est la violence d'État extrêmement forte qui a été utilisée à l'encontre des manifestants et des occupants, des habitants de la ZAD. Je reviens à l'anarchie. Certains manifestants sont aussi armés de projectiles, répond le gouvernement. C'est vrai, alors c'est vrai, mais aujourd'hui, même devant le tribunal de Nantes, on a vu le dépôt des grenades qui avaient été utilisées par les forces de l'ordre, et on se rend quand même compte qu'il y a une démonstration de la force. 2500 gendarmes mobiles qui sont et sur 300 place. 000 € par jour d'argent public, donc c'est quand même une action assez forte. Pour en revenir au lien entre écologie et anarchie, en fait, Nicolas Hulot se fait le sociologue de la ZAD et il n'a pas si tort. Mais dans sa bouche, évidemment, anarchie est un terme dépréciatif. C'est pas du tout le cas quand on regarde la ZAD ou les ZAD de plus près et qu'on se dit que finalement l'anarchie est effectivement un des courants politiques qui sont représentés, parce que ce qui importe dans ces luttes, c'est la convergence entre différents types de courants idéologiques dans lesquels les gens se retrouvent et qui se croisent pour occuper ces zones. Julien Milanesi, les zadistes, ils sont quoi? Ils sont écolos ou ils sont anarchistes? Non, mais je ne dirais pas plus que ce qu'a dit Anaïta. Effectivement, il y a beaucoup de diversité dans ces mouvements-là, diversité politique, aussi bien sur la ZAD, mais que de Notre-Dame-des-Landes ou d'autres ZAD, mais aussi sur d'autres formes de lutte. C'est-à-dire ce sont des luttes plus généralement contre ces grands projets qui agrège beaucoup de composantes, c'est le terme consacré, de composantes différentes, d'associations qu'on va qualifier de citoyennes, voire d'élus par moment. C'est ça qu'on retrouve sur Notre-Dame-des-Landes, mais qu'on retrouve sur tous les projets. Justement, difficile sans doute de parler de profil, mais c'est vrai que la télévision donne parfois un miroir déformant. On voit beaucoup ces femmes, ces hommes plutôt jeunes qui affrontent ces gendarmes mobiles, mais il y a aussi des personnes âgées. Est-ce que vous pouvez nous dresser en quelques mots celles et ceux qui ont décidé justement de défier l'État dans cette région? Alors, en fait, notre ouvrage n'est pas une monographie de Notre-Dame-des-Landes, et c'est à prendre avec beaucoup de précaution, ce type de catégorisation. D'une part, parce qu'on ne représente pas le mouvement, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour parler au nom du collectif de Notre-Dame-des-Landes, parce que je pense que la plupart ni de Bure, parce qu'en fait ils ne le souhaitent pas. Et quant à la sociologie fine de ces occupants occasionnels ou pérennes, c'est un travail effectivement à faire de manière poussée en détail. C'est vrai qu'il y a une grande diversité de courants politiques, comme je l'ai dit, dans la plupart des luttes. Alors, ça serait exagéré de dire qu'on retrouve tous les types de courants politiques. Donc déjà, la droite et l'extrême droite ne s'y retrouvent pas du tout. C'est-à-dire que ça s'arrête, je pense, au centre. Et en termes de classe d'âge, c'est vraiment très particulier à chacune des situations. Si je prends le cas de la vallée de Suse, que je connais bien, il y a vraiment
je pourrais définir 3 générations différentes engagées dans le mouvement du côté italien, avec 3 histoires politiques différentes, mais qui se rencontrent et des fois sont en tension dans le conflit. Dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, effectivement, on a aussi cette visibilité de 2 classes d'âge qui sont d'un côté les jeunes, qu'on pourrait dire occupants, et de l'autre les gens de la CIPA, qui sont plutôt des gens issus du monde rural et qui sont plus âgés. Est-ce qu'on peut... Oui. Oui, non, simplement pour donner un regard sur d'autres luttes qui peuvent exister. Moi, comme je connaissais celle sur plus particulièrement contre une autoroute dans le sud-ouest, l'autoroute A65, ou les luttes qu'il y a contre les lignes à grande vitesse. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve, et c'est ça qui crée la diversité à l'intérieur, c'est que les premières personnes à se mobiliser, c'est ce qu'on explique dans le livre, ce sont les habitants en fait des territoires. Et donc là, on va trouver beaucoup de diversité de fait, parce que sur un territoire, on va trouver plein de gens d'opposition, d'idées politiques différentes, d'oppositions sociales différentes, et donc il y a tout un processus en fait de création du collectif à partir de... Avec le sens de l'intérêt général, c'est ça. Oui, il y a 2 chapitres que vous consacrez dans ce livre. L'intérêt général, c'est quoi juste? Vous dites qu'il est en crise en France, donc ce sont quoi? Ce sont les derniers Mohicans de l'intérêt général, c'est ça qui se mobilise? Alors, non, ce qui est en crise, c'est une définition particulière de l'intérêt général. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt général dans l'absolu. C'est ça un petit peu qu'essaye de nous faire croire le gouvernement, l'État régulièrement, ou les élus qui soutiennent des projets en nous disant mais l'intérêt général, c'est ça. Non, l'intérêt général, c'est une notion en fait qui, quand on la regarde un peu plus précisément, est très friable. C'est-à-dire qu'elle n'existe que l'intérêt général, c'est quoi? C'est l'intérêt sur lequel nous sommes mis collectivement d'accord. Mais à partir du moment où on n'est plus d'accord, il n'y a plus d'intérêt général. Vous voyez, c'est ça qui est, c'est très friable. Alors dans les années 60, on pouvait considérer peut-être que les autoroutes, les lignes à grande vitesse, il n'y en avait pas encore, mais les aéroports et un peu plus tard les lignes à grande vitesse pouvaient être éventuellement considérés d'intérêt général, parce que il y avait un assentiment assez large dans la population sur l'idée qu'il fallait équiper le pays, etc. Ce qu'on dit dans le livre, c'est qu'aujourd'hui on est en crise justement là-dessus, parce que cette idée-là n'est plus partagée. Elle est plus partagée parce qu'elle est critiquée sur plusieurs points. Alors on cite plusieurs angles de crise en fait, sur lesquels vraiment on va retrouver des oppositions fortes. C'est la question de la croissance. Ces projets sont fondés, Notre-Dame-des-Landes était un très bon exemple pour ça, c'est-à-dire que ce projet ne se justifiait que s'il y avait une forte croissance du trafic aérien, ce que contestaient non seulement dans le fait que c'était pas réaliste, mais aussi que c'était pas souhaitable les opposants, en disant aujourd'hui, alors, le changement climatique, c'est pas souhaitable d'avoir tant d'avions qui volent en plus. Donc ça, on va le retrouver sur tous les projets. Il y a la conception aussi de la nature, de l'écologie, en disant, voilà, c'est des projets où on dit finalement on va pouvoir compenser des destructions, et des opposants qui disent non, il faut qu'on conserve ce qu'on a déjà. Sur la question de la technique aussi, il y a une très forte opposition sur la question technique. Et pour finir, la dernière, c'est vraiment sur la question de la mondialisation, où on voit là une position forte entre un projet finalement social, économique qui est mondialisé, et puis un qui appelle beaucoup plus local et une économie de proximité. De l'environnement. Dernière question, Anaïta Grisoni. 68% des Français, bon, prudence, mais seraient pour l'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On a bien compris que votre ouvrage n'était pas spécifique sur cette question, mais tout de même, pourquoi ces empêcheurs d'aménager en rond, et c'est le propos de votre livre, dérangent autant selon vous? En fait, je pense que la lutte contre ce type de projet, c'est un terme qui revient souvent, c'est la lutte contre le projet l'aéroport et son monde, contre le site d'enfouissement des déchets et son monde. Donc il y a en fait cette idée de monde qui va avec. Contre un État centralisé aussi peut-être, très jacobin. En fait, je ne pense pas que ce soit prioritaire dans ce type de revendication. Julien vient d'en citer plusieurs types de contestations qui sont plutôt à dimension écologique. Je rajouterais celles qui sont profondément sociales et économiques, puisque notamment la contestation de la dette publique, c'est un élément qui apparaît alors souvent de manière un peu secondaire, mais qui en réalité est en filigrane dans tous ces mouvements. Et c'est vraiment une question importante que se posent ces gens. Pour en revenir à cette idée et son monde, effectivement, ce que contestent les zadistes et autres occupants ou manifestants, c'est le modèle économique dans lequel nous sommes, qui est un modèle économique basé sur la propriété privée, sur les bénéfices d'une classe d'actifs en entreprise. Et donc sur la répartition des richesses également. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions à tous les deux. Des plumes dans le goudron, résister aux grands projets inutiles et imposés de Notre-Dame-des-Landes à Bure, édition textuelle. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.